Bienvenue sur la chaîne de podcast Les Red Flagueuses, l'émission qui vous aide à éviter les situations toxiques. Chaque épisode sera accompagné de visuels résumant nos conseils pour identifier les red flags et proposer des solutions. Les barres d'infos des différentes plateformes d'écoute sont à votre disposition pour prolonger la réflexion sur le sujet. Allez, c'est parti. Alors, si vous saviez le nombre de fois que j'ai recommencé l'enregistrement de cette intro, vous seriez hallucinés. Mais très compliqué de résumer et d'introduire un sujet aussi lourd et aussi nuancé que les questions des violences intrafamiliales et conjugales. Mais pourtant, il faut y aller. Alors, je m'appelle Marie-Lise, j'ai 44 ans, je suis formatrice sur les questions de genre en Wallonie depuis plus de 15 ans et je suis licenciée en communication à l'Université de Liège. Big up à tous mes camarades de l'UNIF. Et j'ai été victime de violences dans mon intimité par des gens que j'aimais. C'est toujours compliqué aujourd'hui pour moi de me reconnaître en tant que victime et pour m'aider, j'ai une petite liste dans mon téléphone avec tous les éléments des choses que j'ai subies. Parce que parfois, ça paraît tellement lunaire, tellement indicible, tellement incompréhensible, tellement inenvisageable que j'ai tendance moi-même à considérer ça comme un vieux souvenir, comme une sorte d'illusion. Et pourtant, mon corps et mon esprit ont été marqués au fer rouge par ce que j'ai subi. Aujourd'hui, vous allez entendre le témoignage de Sarah et le mien. Un témoignage sincère, fait de souvenirs, de recherches, de discussions, mais aussi d'expériences professionnelles. On ne pourra pas aborder l'ensemble de la question, il y a tellement de choses à dire, mais en tout cas, on va essayer de donner un maximum d'informations pour que vous puissiez éventuellement, vous, repérer dans le comportement de votre partenaire des choses inacceptables, mais aussi parfois, éventuellement, se remettre en cause soi-même. Des comportements toxiques, on en a tous et toutes. Le souci, c'est quand on ne s'en rend pas compte ou quand on refuse de les remettre en cause et qu'on continue à tort et à travers à détruire la personne qu'on a en face de soi. Aujourd'hui, ce n'est pas un jour anodin, c'est le 25 novembre, la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes et c'était vraiment important pour moi de sortir ce premier podcast ce jour précis. Alors, je pourrais vous citer des chiffres, je vais le faire d'ailleurs parce qu'ils sont éclairants. Maintenant, on sait que les chiffres, il faut pouvoir les remettre en question aussi, mais il y en a quand même 2 qui m'ont marqué. 25. 25, c'est le nombre de féminicides qui ont été commis depuis le 1er janvier 2023 en Belgique. Féminicide, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que des femmes ont été tuées parce qu'elles sont femmes. Parce que leurs partenaires, anciens partenaires, père, oncle, parfois fils, ont considéré qu'elles n'avaient pas suffisamment de valeur humaine pour ne pas être comparées à un meuble et ont décidé de mettre fin à leur vie parce qu'elles ont osé partir, parce qu'elles ont osé dire non à un moment donné à ce qu'elles subissaient de leur part. 35 aussi, 35%, c'est l'évaluation qui est faite par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, sur le pourcentage de femmes qui subissent des violences d'un point de vue international. Ça veut dire que quand vous êtes dans une pièce avec 10 femmes, vous pouvez considérer que 3 à 4 d'entre elles ont au moins subi une fois dans leur vie un coup, une insulte, un viol. C'est quand même énorme. Alors vous me direz, les hommes là-dedans ? Effectivement, les hommes sont victimes de violences. Dans le cas particulier des violences conjugales et intrafamiliales, il serait plus ou moins 20% des victimes. C'est pas rien, mais ça n'invalide pas les 80% de femmes. Surtout quand on regarde le profil des agresseurs. De tous les chiffres que j'ai pu lire, en gros, quand je mets une fourchette, quand j'utilise une fourchette la plus large possible, 65 à 85% des agresseurs sont des hommes. Alors ça veut dire quoi tout ça ? Ça veut dire qu'il y a un système crapuleux, présent à tous les étages de la société, au nord comme au sud de la planète, qui continue à faire des victimes tous les jours. Les violences conjugales et intrafamiliales, c'est comme pour toutes les violences en général, personne n'a envie de ça dans sa vie. Ou alors il faut vraiment être tordu. Ça rend pas les gens heureux. On commence la partie témoignage avec Sarah. Sarah, c'est une de mes amies. C'est une personne chère à mon cœur qui a été présente à mes côtés dans des moments très compliqués. Sarah est psy, enseignante, artiste. Et elle-même a dû traverser des épreuves violentes et se reconstruire. Déjà, un tout grand merci, Sarah, pour ton témoignage. C'est précieux. Tout simplement, je ne souhaite pas parler de lui. Je ne souhaite pas parler de ce qu'il m'a fait, étant donné que de toute façon, il s'en vante beaucoup, qu'il l'a raconté à sa sauce énormément,
Je ne voudrais pas qu'il en tire encore un peu de gloire pour que je puisse, autant de temps après, revenir là-dessus. Ça n'a plus d'intérêt. Il ne fait plus partie de ma vie, ses méfaits non plus. Et le quitter et tenir bon était la meilleure chose que j'ai fait et que je ne regrette absolument pas. Aujourd'hui, je profite de la vie, je fais des choses que jamais je n'aurais fait si j'étais restée avec lui. Par contre, je peux parler de ce que j'ai appris. Sur moi, sur les gens autour de moi, sur la justice, sur les réactions des gens, mes réactions, mes capacités. Comment on se remet de choses extrêmes comme ça, je suis d'accord d'en parler. Mais lui, et ce qu'il m'a fait, n'a plus de place dans ma vie à aucun moment. Une grosse partie de la population cherche et a besoin d'amour. C'est un besoin. Et pour pouvoir remplir ce besoin, on est souvent prêt à faire n'importe quoi. Et ce n'importe quoi, il n'est pas dû à rien. On va y revenir par la suite. Depuis que je suis toute petite, j'ai un grand besoin d'amour. Il a été fortement comblé par mes parents et par ma famille, mais une fois l'adolescence pointant le bout du nez, moi aussi, j'ai voulu avoir un amoureux. En même temps, je n'avais pas fort confiance en moi, comme énormément de femmes de ma génération. Et on m'avait expliqué que quand un homme enfin daignait porter son attention sur quelqu'un, il fallait s'en réjouir et accueillir ça comme un cadeau. Alors, je me suis mise dans les chaussons de Cendrillon, dans les chaussons de Blanche-Neige, parce que ce sont elles qui m'ont un peu élevée à l'amour, d'une certaine manière. Et j'ai accepté des choses inacceptables dans mes relations. Si, à 20 ans, j'avais su ce que je sais aujourd'hui à 43 ans, ma vie amoureuse n'aurait pas du tout été la même. J'ai eu quelques compagnons dans ma vie, et sur l'ensemble des hommes dont j'ai croisé la route et avec qui j'ai fait un bout de chemin, 2 d'entre eux m'ont exposée à des situations difficiles, violentes, et ont eu des attitudes violentes vis-à-vis de moi. Le premier, j'étais toute jeune, c'était des insultes, des remises en cause de mes capacités intellectuelles. Ça a été un coup auquel j'ai répondu par un coup moi-même. Je suis partie assez vite parce que les enjeux à l'époque n'étaient pas les mêmes. J'étais jeune, j'étais libre, j'avais une famille pour m'accueillir et un travail. Quelques années plus tard, j'ai croisé la route d'un autre homme violent. Là, ça a duré plus longtemps. Là, la descente aux enfers, elle a été beaucoup plus lente. Pendant 2 ans, j'ai vécu ce qu'on appelle le love bombing, c'est-à-dire que j'étais la femme de sa vie, j'étais le centre de son monde, j'étais une femme merveilleuse. Puis il y a eu un premier événement, une première phrase agressive, violente. J'ai entendu les mots du premier homme qui m'avait agressée verbalement. Puis il y a eu des objets cassés, une crise de nerfs soi-disant due à l'alcool. Les choses se sont enchaînées, les crises d'alcool, les soi-disant crises d'alcool se sont multipliées, les destructions d'éléments de notre logis se sont accumulées. Il y a eu les premières bousculades, les premières insultes, les premières remises en question de mon intégrité physique et intellectuelle. Jusqu'à arriver à un moment donné où j'ai eu mon premier constat pour coups et blessures. J'ai aussi constaté que j'étais trompée et qu'il y avait des sommes d'argent qui étaient dépensées pour autre chose que pour le bien-être de la famille. C'est un scénario c'est d'un banal, parce que comme je travaille sur les violences dans mon métier, au quotidien, cette histoire que j'ai vécue, je l'ai entendue mais tellement de fois dans la bouche des femmes avec lesquelles je travaille. Alors là, on va rentrer dans le vif du sujet. Sarah et moi, on va rentrer en mode interview. C'est-à-dire qu'on va se poser l'une l'autre des questions. Sarah, est-ce que tu penses qu'il y a un contexte spécifique à la mise en place d'une situation de violence dans le cadre d'une relation amoureuse ? Alors oui, effectivement, je pense que le point commun entre toi et moi, en tout cas, et avec beaucoup d'autres personnes à qui j'ai parlé de ce genre de situation, c'est que ces relations arrivent dans une situation où on est un peu perdu. Et clairement, moi, j'étais perdue. Je venais de quitter ma relation depuis 12 ans. Je ne savais pas où j'allais. Je ne savais même pas si j'allais avoir un appartement ou pas, etc. Et c'est tombé un peu là parce qu'il y avait la place pour. Et toi, est-ce que tes relations toxiques se sont installées quand tu étais perdue ? Oui, la première fois, je sortais d'une relation relativement longue. C'était mon premier couple et j'avais un besoin de combler ma solitude et mon manque d'amour, d'une certaine vengeance, pas vengeance, une revanche par rapport à la vie.
en me disant, voilà, si mon ex-compagnon peut reconstruire tout de suite ses relations amoureuses, moi je dois y arriver aussi. Et de ce fait-là, j'ai pas vraiment été sélective. Je pense qu'il y a une sorte de schéma de j'ai une opportunité. En plus, j'ai pas fort confiance en moi, donc je suis honorée d'attirer l'attention de quelqu'un. Or, il y avait des millions de signaux qui auraient dû me faire demi-tour. Mais à l'époque, on est dans le début des années 2000, on est dans un creux des mouvements féministes. Il n'y a pas vraiment de prévention par rapport aux violences. Il y en a un peu, mais on parle toujours des violeurs dans la rue. On sait que les violences psychologiques sont aussi, voire plus dangereuses dans les relations amoureuses. Et donc oui, il y avait un contexte la première fois. Et la deuxième fois aussi, puisque je venais de quitter quelqu'un avec qui j'étais depuis des années, avec qui j'ai fait un bébé. J'avais un postpartum qui était toujours là, c'est-à-dire un physique où je me sentais un peu comme un chewing-gum, où je ne savais plus très bien de quelle forme j'avais, en fait. Hein. Et le fait que, dans ce cas-là, le mec que j'ai rencontré a utilisé le love bombing, c'est-à-dire une sorte de cocon comme ça, très confortable, où il y avait beaucoup de mots d'amour, beaucoup de je t'aime, une sexualité exacerbée, etc. Je me suis sentie ultra mise en valeur, d'une certaine manière. Alors, je ne pense pas que cette mise en valeur, elle était totalement hypocrite et calculée. Hein. Je ne pense vraiment pas. Je pense que c'est le mode de fonctionnement de la personne en face de moi. Mais donc, ça veut dire aussi que moi, en tant qu'amoureuse, par exemple, dans ma nouvelle relation, j'évite de bombarder la personne de mots d'amour je le fais parce qu'il faut évidemment exprimer son attachement, mais j'essaie d'avoir un rapport plus équilibré à ça pour que laisser de l'espace mental en fait à la personne et à moi aussi d'une certaine manière. Oui, tout à fait. Le fait de prendre l'espace mental des gens, je pense que ça c'est vraiment quelque chose qui peut être mis en évidence. J'ai l'impression lors de ma relation toxique que je n'arrivais plus à penser tellement je faisais une chose, je faisais l'inverse, j'étais d'un côté, j'étais de l'autre, etc. Et au final, je ne faisais que penser à ma relation. Comme si j'avais plus rien d'autre dans ma vie. Alors que déjà, ça, c'est déjà quelque chose d'un petit peu spécial. Si on n'a plus que ça dans sa vie, déjà, ça peut attirer l'attention. Je pense qu'il y a une sorte de processus au début des relations amoureuses qui est fort codifié et dans lequel on tombe tous et toutes assez rapidement, c'est-à-dire cette espèce de maelstrom de sensations, d'émotions. Je pense qu'avec l'âge, ça se calme parce que y a une fatigue mentale et des préoccupations autres comme le travail, etc., les enfants ou pas, la famille. Mais il y a quand même ce côté où on est tellement excité par la relation, par toute l'endorphine, toutes les hormones que ça nous apporte, les sensations agréables. Et on a tendance à surcharger son cerveau, en fait, en pensant tout le temps à la personne, en étant toujours axé sur la relation qu'on veut avoir avec elle. Alors quand ça se passe bien et que c'est une relation relativement équilibrée, voilà, c'est un passage comme ça. Mais peut-être qu'on pourrait essayer d'apprendre à aimer au démarrage différemment. Déjà, dans les conseils par rapport à la toxicité d'une relation que je pourrais déjà donner avec les plus de 20 années de recul que j'ai de ma carrière d'amoureuse, c'est de dire, tiens, est-ce que j'ai du temps seule, même au début de la relation, pour réfléchir à cette relation? Est-ce que je suis vraiment bien installée? Est-ce que les choses se passent vraiment bien? Quitte à avoir un petit peu cette souffrance de la séparation, c'est vrai, mais ne fût-ce qu'une journée ou deux, on est seul avec soi-même, on réfléchit, on en parle avec les personnes de confiance qu'on a autour de soi pour essayer de prendre du recul. Parce que dès le début, il y a des choses qui se mettent en place. Et là, vous avez droit à un miaulement de Betty. C'est ça le direct du podcast. Vous avez un miaulement de chat. Donc, on va mettre le chat dehors. Sarah, quels sont les éléments que tu as pu repérer ou que maintenant tu perçois qui étaient déjà présents au début de la relation toxique? Le tout premier élément, je pense qu'en fait, il m'a dit qu'il était une mauvaise personne. J'aurais dû écouter convenablement. Je me souviens, le premier jour, lorsque je suis sortie avec lui, il m'a dit « Tu ne devrais pas sortir avec moi, je suis une mauvaise personne et je vais te faire du mal. » Et j'en avais ri. Avec le recul, je me dis en fait, j'aurais dû prendre bonne note et m'en aller. Et voilà, mais moi c'était clair, il l'a dit et j'aurais dû entendre quelque chose de là. Un autre gros signe, je pense, qui aurait dû m'éveiller quelque chose, c'est
Ses envies passaient avant mes propres envies. Et dès le départ, dès la première demi-heure, ça a été... il avait envie de me voir à telle heure, tel jour, j'y allais. Je posais aucune question. À aucun moment, je ne pouvais remettre en cause le fait que j'allais y aller. Même si y avait quelque chose de trop. Il voulait trop me voir. Il était tout le temps là. Il savait tout le temps. Vous voyez ? Et donc, je n'avais plus de possibilité de réfléchir parce que de toute façon, tout était pris par ça. Et donc, ça, je pense que ça fait partie des premiers signes. Et je pense le gros signe qui, moi, maintenant, aujourd'hui, me met la puce à l'oreille quand je suis en face de quelqu'un, c'est j'étais fatiguée tout le temps. Tout le temps. Toi, tu étais fatiguée tout le temps. J'étais fatiguée. En fait, parce que je devais donner énormément d'efforts, je passais mon temps à faire en sorte qu'il soit content. Et pourquoi est-ce que c'était si important pour moi qu'il soit content en permanence ? Après tout, il pouvait être mécontent et on pouvait trouver peut-être des arrangements, etc. Non, avant même qu'il ne soit mécontent, je faisais en sorte qu'il soit content. Et je ne me demandais pas si ça m'allait. C'était juste, il fallait qu'il soit content. Et donc, je me pliais en 4 pour cette personne. Après, il m'a dit, mais je ne t'ai jamais demandé de faire ça. Effectivement, il ne m'a jamais demandé. Mais je me suis sentie obligée. Je ne pourrais pas dire exactement par quoi, mais je me suis sentie dans la dynamique de devoir lui faire plaisir, de faire comme il veut. Et j'ai eu la sensation de marcher tout le temps sur des œufs. Et d'être en train de tester, est-ce que ça va aller, est-ce que ça va pas aller, est-ce qu'il va être content, est-ce qu'il va pas être content, etc. Et tout le temps comme ça en train de m'ajuster. Et c'est pour ça que j'étais tout le temps fatiguée, parce que j'étais tout le temps en train de m'ajuster. Et ça, c'est extrêmement dur en fin de journée. Hein. Est-ce que toi aussi, tu vivais cette grande fatigue dans tes relations toxiques ? Vu que c'est une relation qui a duré plusieurs années, ces phénomènes dont tu parles, ils sont arrivés en seconde partie de la relation, à partir du moment où le cycle de la lune de miel s'est raccourci. Donc la lune de miel, donc dans l'analyse qu'on peut apporter des violences, quand on commence une histoire, tout est beau, tout est gentil, puis il y a un premier événement problématique qui se passe, un coup, une insulte. Souvent, c'est plutôt une insulte, une remise en cause, une grosse dispute, quoi. Vraiment quelque chose où on se dit, après, on est sonné et ça n'a démarré finalement que sur peu de choses. L'autre a décidé de partir en live et on ne sait pas pourquoi. Et l'autre, la personne avec qui vous vivez va s'excuser, dira « je suis vraiment désolée, ça n'arrivera plus », etc. Et puis pendant tout un temps, il ne se passe rien. Et puis le phénomène problématique recommence, un peu différent, peut-être dans un contexte différent, peut-être plus fort du coup. Et puis on se réexcuse et ainsi de suite. Sauf que la période où rien ne se passe, où tout va bien, va se raccourcir. Un autre phénomène qui est important, c'est que quand on est une relation toxique, c'est qu'on a de très gros bas. Et du coup, quand la relation fonctionne normalement, on a l'impression de vivre de très grands hauts. Au lieu d'avoir une ligne continue, on a une sorte de variation haut-bas hyper puissante. De ce fait-là, quand les choses vont bien, on s'y accroche comme une moule à son rocher. Et c'est problématique parce que ce que nous avons vécu en bas est inacceptable. Et c'est pas parce que la personne a juste rangé de la vaisselle et qu'elle vous a pas engueulé sur une journée que tout va bien, en fait. Mais de notre point de vue, évidemment, c'est différent. Ce que j'ai vécu, c'est ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les addictions de mon ex-compagnon se sont révélées de plus en plus présentes et que son agressivité est de plus en plus présente aussi dans notre relation, c'est que moi aussi, je marchais sur des œufs. Mais le souci, c'est que même quand je ne disais rien ou ne faisais rien, il déclenchait des disputes. Des disputes qui avaient systématiquement lieu juste avant, enfin pratiquement toujours avant le sommeil. Ce qui voulait dire que pendant 2 heures, c'était une engueulade généralisée, parce qu'en plus, je suis quelqu'un qui a tendance à avoir du répondant à l'oral, donc je ne me laissais pas faire, donc ça montait, jusqu'à ce qu'il casse un objet, par exemple, ou m'insulte. Ensuite, on allait se coucher, parce qu'à un moment donné, on était épuisés, pas réconciliés, pas avec une explication, pas forcément, où lui s'excusait et moi je disais oui, mais en fait au fond de moi c'était la catastrophe. Lui s'endormait du sommeil du juste parce que alcoolisé probablement, et moi je passais une nuit blanche. Ce que je peux vous dire, c'est que par exemple, si votre sommeil est de plus en plus perturbé, donc Sarah l'a dit, si on est de plus en plus fatigué, mais avec des phénomènes clairs, on ne dort pas. Je dormais très peu pendant cette relation. Voilà, c'est ça. Et qu'on est tout le temps en train de surveiller ce qu'on dit ou ce qu'on fait, parce qu'on a peur de provoquer une vague d'agressivité, de violence physique, que la personne le lendemain minimise
la situation en disant ouais mais bon c'est pas si grave que ça, etc. Alors que on a entendu des insultes sur nos capacités psychologiques, sur nos capacités physiques, sur nos capacités intellectuelles, qu'on a été remis en cause sur nos qualités physiques, qu'on est grosse, maigre, on a entendu vraiment des choses abominables, mais aussi des insultes par rapport à la famille, et alors des insinuations sur le fait qu'on cherche la petite bête, qu'on est tout le temps en train de provoquer. Enfin voilà, il y avait ces termes-là qui revenaient. Et aussi donc la fatigue, et alors le fait que la personne en face revient tout le temps avec la même ritournelle. Ici, c'était le passif familial. C'est aussi un phénomène que j'ai constaté chez les personnes qui m'ont agressée, mais aussi chez les personnes qui m'ont confié leur histoire, c'est que les agresseurs ne sont jamais responsables. Ouais. Il y a toujours un responsable. Si je suis désagréable avec toi, c'est parce que mon collègue était chiant aujourd'hui. C'est parce que j'ai eu constipé. Enfin, j'exagère, mais voilà. Il y a toujours, ils ne sont jamais véritablement responsables et leur comportement désastreux est toujours dû à une histoire familiale ou à quelque chose qui s'est mal passé dans leur vie. Et donc, ça justifie tout. Sauf que non. On est en capacité de se contrôler en tant qu'adulte et même en tant qu'adolescent et adolescente, on doit être capable, quand on a des émotions négatives, d'aller soit courir, soit manger un cookie ou en parler simplement avec les autres calmement ou aller voir un psy ou une psy. Mais ces personnes-là ont cette espèce d'autorisation de la société de pouvoir se décharger sur les autres. La transgression légale et morale par rapport à l'intégrité physique des autres êtres vivants est présente. Et là, il y a vraiment des gros signaux d'alerte qui se mettent en route. Alors, c'est pas pour ça qu'on réagit au quart de tour, parce qu'il y a aussi la sidération. On peut peut-être en parler, toi, Sarah, du fait qu'on n'arrive pas à y croire au début que ça nous arrive. Voilà, moi je suis féministe, militante depuis des années. J'ai toujours dit le mec qui me touchera n'est pas né, etc., etc. J'ai aidé des amis qui étaient victimes de violences à s'en aller, etc. Et puis quand ça m'est arrivé à moi, le premier réflexe, c'est que je me suis dit, c'est pas possible. Non, mais c'était pas vraiment ça. Il m'a pas vraiment frappé, il m'a bousculé. Il m'a pas vraiment dit ça. C'était sur la colère, etc. Et donc, tout le côté déni de la vérité. Je pense, les gens autour de moi avaient bien capté ce qui se passait, me le disaient, et moi je disais non, mais on s'aime beaucoup trop, on n'arrive pas à s'aimer comme il faut, on va apprendre à s'aimer comme il faut, etc. Et je trouvais des justificatifs à absolument tout. Et donc, et puis aussi tout simplement, il y a un moment où je me suis mise à mentir à mes proches, à dire que tout va bien alors que non, ça se voit sur ma tête que ça ne va pas, à justifier des comportements sur le moment et dire par exemple ma voiture était pétée, j'ai dit je suis rentrée dans un poteau, mais non, c'est pas ma voiture qui s'est pétée toute seule, hein. Et donc mais je devais trouver des justifications pour pas perdre la face, pour pas regarder en face ce que j'étais en train de vivre aussi. Je pense que j'avais besoin d'une part de déni sur le moment, parce que sinon je pense que c'était tellement horrible que j'aurais pas pu être face à ce qui était en train de se passer. Il a fallu en fait que j'ai une semaine de respiration, et quand j'ai eu cette semaine de respiration, je me suis rendu compte de tout ce que je venais de vivre en très peu de temps en fait. Mais sur le moment, la sidération, oui, est forte. Et puis aussi de se dire, c'est pas possible que ça soit le mec qui m'aimait il y a une semaine comme si j'étais une déesse sur Terre, qui disait que vraiment il n'avait jamais rencontré quelqu'un comme moi, etc., qui cette semaine-ci me fait ça. C'est pas la même personne. Enfin, franchement, sur le moment, je me suis dit, est-ce qu'il a pas un dédoublement de personnalité ? Est-ce que, etc. Pour moi, c'était pas possible que ça soit lui. Le dédoublement de personnalité aussi, moi j'ai vécu ça. Il y avait deux faces de la même personne. Mais alors, ce qui est terrible, c'est que soi-même, comme tu dis, on commence à avoir deux faces aussi. C'est-à-dire qu'on s'adapte pour ne pas perdre la face par rapport aux autres. Et entre le mec gentil, entre guillemets, que j'avais au quotidien, dont j'étais follement amoureuse, et l'espèce de... C'était vraiment Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Et tous ceux, ce qui est très très étrange, c'est que tous ceux que je connaissais dans mon entourage qui allaient repérer ça et qui allaient remettre ça en question, je leur mentais. Ces gens-là n'étaient pas là comme par hasard aussi les jours où mon ex-compagnon pétait des câbles. Donc c'est que, voilà, on peut se poser la question de savoir s'ils savaient aussi avec qui ils pouvaient malgré tout le faire en public. Et je mentais parce que je me dis, mais c'est pas possible. Je travaille sur cette question-là et moi-même je suis victime et je n'arrive pas à partir. J'arrive à me défendre globalement, mais jusqu'à quel point ? Mais je n'arrive pas à partir. Je n'arrive pas à trancher. Alors, les raisons, je les connais. Dans le cadre d'une relation longue,
en dehors de tout ce qui est manipulation mentale, remise en cause de notre point de vue, de notre réalité. On nous dit, est-ce que non, tu n'as pas dit ça, non, je n'ai pas fait ça, je n'étais pas là, qui nous rend fous, parce qu'on se dit, mais je suis dingue. Il y a aussi le contexte économique et social, c'est-à-dire que souvent, on a des investissements en commun avec la personne à laquelle on vit. On a acheté un appart, on a acheté une maison, on a des animaux, on a acheté une voiture. Alors, comme tu me l'as dit, Sarah, mieux vaut s'appauvrir et quitter quelqu'un qui va nous tuer un jour, on est bien d'accord. Mais le constat est là, c'est que c'est souvent les victimes qui doivent partir. Moi, à un moment donné, j'ai même pensé à tout abandonner derrière moi. Mais là, jusqu'à mes culottes, parce que je me dis, je ne veux plus jamais être en contact avec cette personne. Le jour où j'ai décidé, je pense que les quelques fois où j'ai dû recroiser cette personne, j'avais la nausée, quoi. Parce que au début, ça passe pour une séparation d'un couple qui ne fonctionne plus. Et puis au fur et à mesure où les semaines passent, où on relit l'histoire qu'on a vécue, comme tu viens de dire, on se rend compte de par quoi on est passé. Que quand de nouveau je reviens sur oui, mais il n'y a qu'à partir, ben non, parce que du jour au lendemain, je me suis retrouvée dans une petite chambre avec mon fils. Et ça, il faut l'accepter, il faut ranger sa fierté. Alors heureusement, je suis hyper bien entourée de nouveau, mais certaines femmes sont totalement seules, ou certains hommes, mais 80% des victimes de violences, il faut quand même le dire, sont des femmes. Se retrouvent souvent sans ressources et donc ne peuvent pas partir. Ou parfois, pardon, vas-y. Tu as coupé moi, par exemple, je suis partie, mais je suis retournée. Parce que, en fait, il a mis en place un système pour que m'en aller devenait horrible. Et donc, en fait, ces mots, ça a été « De toute façon, tu vas me supplier de te reprendre parce que ta vie va devenir tellement empoisonnée que tu n'auras pas d'autre choix que de revenir. » Et c'est un peu ce qui s'est passé dans les faits. Dans les faits, il a mis en place tellement de choses pour que je ne puisse pas m'en aller qu'il était plus facile pour moi d'y retourner que de continuer à arrêter. Et en fait, j'ai dû organiser le fait d'arrêter, mais ça m'a pris du temps, et du temps qui était dangereux. Et en plus du temps où je n'étais pas bien, où c'était difficile, etc., à ce moment-là, tu n'as pas les mêmes capacités de projection, d'imagination, de trouver les sources, etc. Non, tu es dans une situation de panique où tu te dis qu'est-ce qu'il va encore inventer, qu'est-ce qui va encore me tomber dessus tous les jours. Et clairement, il m'arrivait des trucs tous les jours. Et donc, il y a un moment où tu te dis, mais peut-être que c'est plus facile d'y retourner, comme ça au moins je sais ce que j'ai. Et puis en psychologie, il me semble, en tout cas je l'ai entendu plusieurs fois, c'est que notre cerveau a tendance à vouloir aller là vers ce quoi il est habitué. Et donc, quand c'est un système qui est soit, dans ton cas, ultra puissant, c'est-à-dire une emprise comme ça du jour au lendemain, et dans mon cas, des années de vie commune, c'est pas évident de changer d'habitude du jour au lendemain. C'est comme dire à un fumeur, arrête de fumer. Non, ça va pas se faire comme ça. Il va falloir mettre des choses en place, on va arrêter, on va recommencer, etc. Mais quand on vit avec quelqu'un qu'on a eu dans la peau, qu'on a aimé, avec qui on a des habitudes, avec qui on a des projets, devoir tout foutre à la poubelle du jour au lendemain, c'est pas évident. Mais la personne le sait, ça. Ouais. Elle le sait, elle en joue, parce qu'elle joue sur nos envies, elle joue sur les projections qu'on avait pour l'avenir, ou elle joue sur notre culpabilité du fait qu'en partant, on va détruire tous ces projets d'avenir. Moi, ce que j'ai vécu comme aussi système de défense de la part de mon agresseur, c'était il pleurait énormément, se victimisait extrêmement fort. Selon notre ami Wikipédia, le gaslighting peut être défini comme une forme d'abus mental dans lequel l'information est déformée ou présentée sous un autre jour, omise sélectivement pour favoriser l'abuseur ou faussée dans le but de faire douter la victime de sa mémoire, de sa perception ou de sa santé mentale. Et effectivement, c'est quelque chose que j'ai énormément subi. Et je m'en suis rendu compte après. Parce qu'après, je me suis dit, mais en fait, je n'étais pas folle. Et il me disait souvent que j'étais folle. Il me disait que j'imaginais, que je n'avais pas bien vu, que je n'avais pas bien entendu. Non, mais je n'ai pas dit ça, je n'ai pas... etc. Je ne t'ai pas dit que tu étais une... J'ai à peine dit ça. Non, mais de toute façon, c'était pas de toi que je parlais, etc., etc. Et donc, c'est un phénomène, en fait, qui fait en sorte que vous êtes dans le gaz et que vous ne savez plus si vous avez vraiment vécu ça. Est-ce que ça s'est vraiment passé ? Comment est-ce que ça s'est passé ? Parce que lui, derrière, refait la réalité, mais avec tellement d'aplomb que sur le coup, vous vous dites « Mais c'est pas possible qu'il mente !» Parce que, allez, moi, j'ai tendance à croire que les gens disent la vérité, ou que si ils ne disaient pas la vérité, je le capterais. Mais là, c'est dit avec tellement d'aplomb
que sur le coup, je me suis mise à douter de moi-même. Je me suis dit, est-ce que j'ai vraiment entendu ça ? Est-ce que c'est pas moi qui extrapole ? Est-ce que c'est pas moi qui suis trop sensible ? Aussi, ça, il me le disait souvent. Il me disait, t'es trop sensible, t'es vraiment... tu vas chercher les soucis partout, etc. Et je me suis dit, mais non, en fait, je cherchais pas les soucis. Enfin, moi, j'ai jamais cherché aucun souci, en fait. Et donc, je me rappelle d'une fois, c'était vraiment très particulier. C'est donc, son téléphone sonne, et comme il me trompait énormément, de façon complètement éhontée, donc il y a le nom d'une jeune femme qui s'affiche. Et donc, on était au soir, et donc c'était déjà ça faisait déjà plusieurs fois qu'il y avait le nom de cette jeune femme qui s'affiche, etc. Je finis par me fâcher, lui dire écoute, c'est bon, parle à cette personne et mets-toi d'accord avec elle parce que je commence à en avoir marre. Sur le coup, je m'en vais et je lui dis je vais faire un tour. Je vais faire un tour pour me calmer, je reviens. Et il me regarde, il me fait t'étais où ? Je lui dis j'étais faire un tour pour me calmer parce que je commençais à être énervée avec cette histoire de femme. Mais quelle femme ? Je dis, enfin, le coup de téléphone que tu as eu. Mais quel coup de téléphone ? Mais non, enfin, Sarah, il n'y a jamais eu de coup de téléphone. Et il me donne son GSM, il me montre, il me dit, regarde, il n'y a pas eu de coup de téléphone. Il me dit, mais ta jalousie va quand même loin, là. Et donc, je suis restée, paf. Sur le coup, je n'avais pas d'argument. Et je me suis dit, est-ce que j'ai vraiment halluciné ? Est-ce que vraiment il n'y a pas eu de... Et je suis mise à douter de mes propres perceptions. Est-ce que c'était vraiment un nom de fille finalement ? Est-ce que c'était pas un nom de mec en fait ? Et donc je commençais à remettre en question des choses que je voyais claires, nettes et précises. Ou par exemple, ma voiture qui disparaissait et qui réapparaissait avec des kilométrages différents. Et sur le moment, je ne pouvais pas imaginer que la nuit, ma voiture s'en allait sans moi. Des mois plus tard, quand j'étais à nouveau célibataire, j'ai lu un article d'un compte Instagram, je pense que c'est Wiku, qui parlait du fait que la fidélité, enfin la tromperie, c'est un non-respect du consentement. Donc, au-delà du jugement extrêmement conservateur qu'on pourrait porter sur la sexualité des uns et des autres, on n'est pas là-dedans. Peu importe ce que la personne fait, qu'elle vous pique des thunes, qu'elle vous pique votre bagnole, qu'elle vous dise que non, vous n'avez pas vu quelque chose que vous avez vu, ou qu'elle vous trompe, soit par message, qui est déjà une tromperie en soi, soit qu'elle couche avec quelqu'un d'autre, en fait, c'est le non-respect de votre consentement. C'est de faire une chose pour laquelle vous n'avez pas donné votre accord. Et il n'y a pas besoin d'aller plus loin. À partir du moment où aussi dans la relation, en plus de tout ce dont on a déjà parlé, vous constatez que cette personne fait des choses, pose des actes au contraire de votre volonté. Et de vos limites. Sans même en parler, ou même pire, vous avez dit non, mais le fait quand même, eh bien là, il faut vraiment vous alerter, parce que là, ça ne va pas du tout. C'est pour ça que je suis beaucoup moins... relativiste sur les questions de fidélité ou pas. C'est-à-dire que le fait d'avoir une sexualité avec plusieurs personnes ne me pose aucun problème, à condition que toutes les personnes présentes soient d'accord. T'es loin. Alors, je voulais te demander si toi tu avais vécu ça. Moi, il me faisait des traitements silencieux. Est-ce que tu sais ce que c'est ? Non. Eh bien, en fait, c'est tout simplement quand quelqu'un est mécontent de toi, pour te punir, il disparaît. Et donc, du coup, j'avais un schéma comme ça où j'avais une grosse dispute. Vraiment, ça monte. Il disparaît. Du coup, cette dispute n'est jamais réglée. Et il revient comme une fleur 3 jours plus tard. Alors que moi, je me suis inquiétée pendant 3 jours de savoir où il était, qu'est-ce qu'il faisait, comment ça se faisait qu'il était parti, aucun contact et tout. Il me bloquait sur ses réseaux, etc. Et donc, du coup, en réalité, ce que ça créait chez moi, c'est que quand il revenait, j'étais follement contente qu'il revienne, sans remettre en cause le pourquoi tu es parti, etc. Et je ne vivais que dans la peur du prochain moment où il allait disparaître. Et donc, tout le temps, je me disais, oui, mais je ne vais pas déclencher une dispute parce qu'il va se passer ça. Et donc, je savais déjà ce qui allait enclencher derrière. Et donc, le traitement silencieux faisait que il me punissait, en fait. Moi, mon ex-compagnon disparaissait, mais pas pour clôturer une dispute. C'est-à-dire qu'il inventait tout le temps des excuses. J'ai besoin de clopes, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ci. Et en fait, on rentrait dans ce processus de mensonge, en fait. Moi, j'étais vraiment dans...
c'était pas aussi obvious que ce que tu as vécu, tu vois. Je pense que toi, en 3 semaines, tu avais la liste complète des manipulations dans une cadre toxique. Moi, les choses étaient plus complexes parce que je pense que on n'est pas face à quelqu'un qui est dans la perversion à ce point-là. Je pense que si je n'avais pas mis un terme à la relation, on aurait glissé tout doucement vers ce genre de technique parce que il avait tout intérêt, d'une certaine manière, à me garder, puisque je rapportais de l'argent, je gérais la maison. À terme, cette relation aurait pu être catastrophique, encore plus que ce qu'elle n'était. Pour avoir discuté avec beaucoup de personnes qui avaient vécu des situations toxiques, un gros point commun que j'ai pu voir, c'est qu'ils avaient perdu des proches. Perdu dans le sens ne plus voir, ou par exemple aussi le fait que cette personne toxique disait du mal de ses proches, de façon à ce qu'on ne les voit plus, ou en tout cas à ce qu'on ne se confie pas à eux parce qu'on n'avait plus vraiment confiance. Est-ce que toi tu as vécu ça, le fait d'avoir moins de proches autour de toi quand tu étais dans des relations toxiques ? Pas de manière aussi claire que ce que moi j'ai pu voir ailleurs, c'est-à-dire que j'étais empêchée en rien de voir mes amis, mais je me suis auto-censurée parce que je ne voulais pas exposer les gens de mon entourage aux crises d'alcool. Je ne voulais pas que les personnes que j'aime et qui avaient un petit peu de reconnaissance pour qui j'étais soient déçues. Alors que c'est pas ça le problème. Les gens qui nous aiment, ils nous aiment. Et quand on est victime, ils nous voient comme des victimes avant toute chose. Si ce n'est pas le cas, ils ont besoin d'écouter le podcast, ça c'est sûr. Mais si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui est victime de violence, il ne faut surtout pas la juger, lui dire des yaka. Il faut l'écouter et il faut l'accompagner dans les démarches qu'elle pourrait mettre en place. Il faut être patient aussi. Alors, évidemment, il y a toute la question de la justice. Ça, c'est encore une autre question. Ici, on va dire que si vous êtes vous constatez qu'une personne de votre entourage est avec quelqu'un qui pose problème et qui a des comportements toxiques. Les comportements toxiques, ça peut être du dénigrement au quotidien, pas forcément quelqu'un qui lance son frigo sur la tête de quelqu'un d'autre. Mais il faut pouvoir mettre les mots dessus et dire à la personne, si à un moment donné tu as besoin d'en parler, je suis là. Alors, est-ce que la personne va le faire ou pas ? Ça, c'est pas de votre responsabilité, d'une certaine manière. Vous avez ouvert la porte, vous dites, viens vers moi. Mais je pense que beaucoup de gens ne pouvaient pas se douter que j'étais dans cette situation-là, étant donné mon profil professionnel et mes valeurs. Que j'ai donné le change pendant un certain temps. Mais quand j'en ai reparlé après, notamment avec mes parents, ma maman me disait, on n'était jamais bien dans votre maison, on n'avait jamais envie de rester parce qu'on sentait qu'il y avait un malaise. Et donc, pour éviter que les gens soient témoins de ce genre de dispute que je trouve très peu élégante, en fait, et qui porte atteinte à la réputation de quelqu'un, rien à faire. Quand les autres personnes dans un couple à côté, je prends une expression très wallonne, baraki, on n'a pas envie que les autres voient ça. On a envie de garder la face. Notre ego, il est là aussi. Même si on est victime, on a un ego. C'est clair. Et puis moi aussi, surtout, je me souviens que je ne voulais pas en parler parce que je pensais que personne ne m'aurait cru. Je me disais, c'est tellement énorme ce qui m'arrive. Et d'ailleurs, il le disait lui-même. Personne ne te croira. De toute façon, à qui est-ce que tu vas aller raconter ça ? Personne ne te croira. Et donc déjà, j'avais cette peur à l'intérieur de moi. Je me disais, je vis déjà des choses dures, mais est-ce que je vais survivre au fait qu'on ne me croit pas ? Et pour moi, c'était plus terrifiant de me dire les gens ne vont pas croire et je vais de nouveau être encore plus seule parce que j'avais l'espoir qu'il y ait quelqu'un qui me croit. Mais si j'étais face au fait qu'on ne me croit pas, pour moi, c'était insupportable. Et je me souviens la toute première fois que j'ai raconté un tout petit peu de ce qui se passait parce qu'en réalité, j'ai peu raconté tout ce qui m'est arrivé. J'ai raconté des petits bouts. Et en fait, les personnes à qui je l'ai raconté se sont mises à pleurer et m'ont dit mais il faut que tu t'en ailles, il ne faut pas que tu restes là, etc., etc. Et en fait, ça a aggravé la situation pour moi parce que je me suis dit, si j'en parle, ça fait du mal aux gens. Et donc, du coup, j'ai arrêté d'en parler parce que je me suis dit, je veux pas que les autres souffrent à cause de ce que je suis en train de vivre moi. Et donc, je vais trouver une solution moi et voilà. J'ai exactement vécu ça avec mes parents. Ah. J'avais très peur de les décevoir et je savais qu'ils n'allaient pas dormir, ils allaient en être malades. Mais ils avaient compris. Et puis, il y a eu un premier gros clash où je suis déjà revenue une semaine chez eux, puis finalement je suis retournée, donc moi aussi j'y suis retournée une deuxième fois, pensant que ça allait aller avec toutes les choses que je mettais en place, avec des associations par rapport aux dépendances, etc. Mais le regard de mes parents, c'est quelque chose qui est très important pour moi, et les avoir déçus,
même s'ils disent que non et qu'ils sont fiers du fait que je me suis relevée, que j'ai eu le courage de partir, parce qu'on peut aussi prendre à chaque fois se dire que quelqu'un qui est parti, il a quand même un sacré dose de courage. Hein. Mais entre ce moment où finalement on est fier de soi et le moment où on vit la situation, il y a toutes des étapes où on se dit mais je suis une merde. Je n'arrive pas à maîtriser en fait ma vie, elle m'échappe. Et il faut que j'arrive à mettre en place, parce que c'est de ma responsabilité, c'est de mon devoir, c'est pour qui je vais passer auprès des autres. Mais en fait, et puis il n'y a que toi qui peux le faire aussi. Voilà, on ne peut pas t'obliger à t'en aller. On aimerait bien, quand on a un proche qui est victime de violence, etc., on aimerait bien le prendre et le mettre dans une bulle, etc. Et en fait, on ne peut pas. Non. C'est la personne en elle-même qui doit aller au bout de ce qu'elle a à vivre. Mais ce jour-là, ne pas se retrouver seule. Voilà, c'est ça. Ce jour-là, où elle aura le courage, l'espoir, etc., que ce jour-là, au moins, elle ait quelqu'un sur qui s'appuyer. Et donc, moi, c'est clairement ce qui s'est passé, et j'ai été très étonnée. Sur le moment, je pensais que personne ne comprendrait, que personne n'écouterait, que personne ne... etc. Ou qu'on se moquerait de moi, qu'on me dirait, mais enfin, avec qui tu sors, qu'est-ce que tu fais, enfin, etc. Et puis, j'en ai parlé, et on m'a cru. Et je pense que c'est les premiers moments où je me suis rendu compte que tout ça était réel, que c'était pas dans ma tête. Et que donc, quelqu'un m'a dit, mais oui, moi aussi, j'ai déjà vécu des trucs comme ça. Et surtout, quand je suis allée mieux, etc., que j'ai raconté à plus de gens ce qui m'était arrivé, etc., énormément de gens m'ont dit qu'ils avaient vécu des trucs comme ça. Alors que quand j'étais dedans, j'avais l'impression d'être seule au monde. Oui, tout à fait. Et que personne ne comprendrait absolument rien. Et donc le fait d'avoir juste eu, je me souviens, c'était 2 personnes qui m'ont cru sur le moment, qui m'ont dit « Ok, je sais ce que tu es en train de vivre, je sais que tu es dans la merde. » Et voilà, j'y suis retournée. Ces 2 personnes ont quand même continué à être auprès de moi, à me dire « Tu y retournes, mais si tu as besoin, tu dis, etc. » Et j'ai fini par le dire. J'ai fini par dire « J'ai besoin. » Et ce jour-là, ils étaient présents. Et franchement, Nestlé et Émilie, ces jours-là, ces personnes ont sauvé la vie. Si ces personnes-là n'avaient pas été là, j'y serais retournée. Ça aurait pu continuer comme ça très longtemps et ça aurait pu aller très très loin. Mais ce jour-là, ces personnes-là, au final, n'ont pas fait grand-chose parce qu'on pouvait rien faire. Et aussi, par exemple, moi, j'avais très peur d'en parler à mes proches parce que j'avais aussi très peur que, par exemple, mon père aille péter la gueule à ce mec-là. Et que je me disais, si mon père sait ce qui est en train de se passer, ça va être un fait divers. Oui, et on connaît la violence de la personne qui nous a agressés et on a peur pour l'intégrité physique et mentale des autres aussi. Hein. C'est clair. Tiens, justement, on arrive tout doucement au bout parce qu'on pourra en parler pendant des heures, hein, mais on ne pourra pas tout relever. Mais qu'est-ce qui a fait que toi, à un moment donné, tu as eu le déclic ? Je me suis vue dans le miroir et je me suis rendu compte que je ne m'étais pas regardée depuis très longtemps dans le miroir. Et en fait, j'avais perdu 15 kilos en très peu de temps. Hein, et je me suis vue dans le miroir et je me suis dit, je suis un fantôme. Et en fait, je me suis dit, tu es presque morte. C'est vraiment ça la sensation que j'ai eue. Je me suis dit, il reste quasi rien. Et je me souviens de mes yeux comme ça éteints. Et je me souviens que je ne parlais plus aussi. Je n'arrivais plus à faire une phrase, je n'arrivais plus à penser. J'étais... Voilà. Et je me suis dit, ou tu bouges de là, ou tu meurs. Et donc, et c'est allé très très vite dans ma tête. Je saurais pas dire comment, mais j'ai mis des petites choses en place, l'air de rien, donc tout doucement, l'air de rien. Je devais en fait lui donner les clés de mon appartement parce que je venais d'emménager quelque part, je devais lui donner les clés de mon appartement et j'arrivais pas à lui donner. J'ai gardé mes clés. Et à partir de là, en fait, je pense que c'était mon premier acte de rébellion. J'ai gardé mes clés et il n'arrêtait pas d'insister sur le fait comment ça se fait que j'ai pas tes clés, si tu m'aimais vraiment tu me donnerais tes clés, etc., etc. Et je n'ai pas donné mes clés. Et de là, j'ai commencé tout doucement à essayer des toutes petites choses. J'ai commencé, je suis allée tirer du cash au distributeur à cash, alors que je n'ai jamais d'argent sur moi, mais ce jour-là, je suis allée chercher du cash, j'en avais besoin. Je me suis calfeutrée chez moi, parce que je savais que ça allait très mal se passer. Et je suis rentrée en mode survie, quoi. Je savais que ça allait être l'enfer, etc. Et je savais que c'était parti parce que pour lui, que je sois avec lui, j'étais déjà un torchon. Mais alors quand je n'ai plus été avec lui, alors là, j'étais moins qu'un torchon. Et donc, lui, sa théorie, c'était « je préfère te savoir morte que tu ne sois pas avec moi ». Donc, de là, beaucoup de choses se sont mises en place pour me protéger, etc. Mais je pense que le déclic, c'est vraiment... Je me suis regardée dans la glace et je me suis dit « je suis à 5 minutes d'être morte ». Et là, il y a quelque chose en moi qui s'est réveillé, qui s'est dit « non, c'est pas possible que tu laisses faire ça ». Et aussi, je me suis dit « les gens vont pas comprendre. S'il m'arrive quelque chose vraiment,
Les gens vont pas comprendre ce qui m'arrive pour de vrai. Et je me suis dit, si je survis pas, personne saura. Et donc de là, j'ai bougé. Alors, ma petite Sarah, comment on se reconstruit après une aventure comme celle-là? Alors, difficilement, mais ça se fait. Je voudrais d'abord parler du juste après. Le juste après, c'était vraiment de la survie pure. C'est-à-dire que je ne mangeais pas, je ne dormais pas, je ne bougeais pas, je ne pensais pas, je ne voulais rien, je ne comprenais rien. Voilà, j'étais une épave. Et là, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai eu beaucoup d'amis qui se sont relayés, en fait, chez moi. Comme on prend soin d'un nouveau-né, quoi, hein, qui m'ont dit prends ta douche, lève-toi, etc. Et vraiment, j'avais besoin de ça. Je ne pouvais même plus comprendre ce que je devais faire, où je devais aller, etc. Donc, vraiment, là, j'ai eu beaucoup de chance. Et c'était vraiment... Ça a duré 2 semaines et demie, quelque chose comme ça, où je n'avais aucune notion du temps, de l'espace, de n'importe quoi. Et en tout cas, mes amis savaient une chose, c'est qu'ils ne voulaient pas me laisser seule. Je pense d'une part parce qu'ils avaient peur de ce que j'étais capable de faire, et d'autre part parce que ce qu'il était capable de faire. Et donc, vraiment, c'est une période de ma vie, je pense, où les gens m'ont vu le plus pathétique possible. Je n'ai jamais été dans un état comme ça de toute ma vie. J'espère que je ne le serai jamais plus. Mais je vous raconte ça quand même parce que je pense qu'il faut savoir qu'il ne faut pas avoir honte. Qu'il faut dépasser la honte. Il y a un moment, t'es un déchet, il n'y a pas de souci, on peut tous être un déchet à un moment ou à un autre, mais ça passe. Tu as été victime d'agression, enfin, voilà, surtout. Oui, voilà. oui. C'est pouvoir se dire, je suis pas bien parce que j'ai été victime et pas parce que c'est de ta faute. Ah non, ça non. Mais j'étais honteuse de l'état dans lequel j'étais, ça c'est clair. Je pense que jamais mes amis ne m'avaient vue dans un état pareil de toute ma vie. Mais ça fait partie du truc. Et moi-même, après, quand moi j'ai été mieux, j'ai pu aider d'autres femmes qui étaient dans cette situation comme ça, d'être complètement défaites. Et de dire à cette femme, mais c'est rien, parce que moi aussi je l'ai fait, et quelqu'un était là pour moi, et aujourd'hui, moi je suis là pour toi, et demain, toi tu seras là pour quelqu'un d'autre. Mon psychisme a besoin de se remettre. Je suis dans un état post-traumatique grave. J'ai été diagnostiquée par des médecins. Et je suis restée comme ça facilement 6 mois. J'étais plus dans l'état où j'avais été les 2 premières semaines, mais j'étais d'une fragilité extrême. C'est-à-dire que le moindre petit truc qui dépassait, la moindre petite information qui n'était pas normale, etc., tout de suite, j'étais dans un état d'inquiétude insupportable. Et je dormais extrêmement mal la nuit. Je faisais des cauchemars, mais vraiment à me réveiller, à hurler. Et à être paniquée, à ne pas savoir respirer, etc. À ce moment-là, honnêtement, j'ai hésité à me faire hospitaliser. Et puis finalement, la vie quotidienne a repris son cours. Les choses de la vie, se faire un bol de Nesquik au matin et prendre une douche et s'habiller. Et j'ai recommencé comme ça à avoir de la vie courante. Des choses, voilà. En sachant quand même que de temps en temps, mon ex-agresseur revenait, donc on remettait une couche et j'étais repartie pour un tour, etc. Mais j'ai réussi à ne plus jamais y retourner. Et déjà, juste ça, c'était déjà une grande fierté. Et chaque jour qui passait, je me disais, voilà, t'as tenu un jour de plus, t'as tenu ça en plus, etc. Et honnêtement, au début, je vivais au jour le jour. Chaque jour où je n'y retournais pas, c'était une victoire pour moi. Et tous les jours, j'hésitais à y retourner. Tous les jours, je me suis posé la question, ça a bien duré 1 an, de me poser la question d'y retourner. Et donc, et puis je me suis dit, il y a un moment où je me suis dit, je me dois à moi-même de ne pas y retourner, et je dois aussi à mes amis qui ont déployé tant de choses pour moi,
de ne pas y retourner. Mais clairement, la tentation était toujours là d'y retourner. Et puis, j'ai rencontré une psy super sympa, qui était hyper sensibilisée aux questions de maltraitance, de violence, d'emprise, etc. etc. Et donc, du coup, au tout début, donc là, ça faisait 2 mois que j'étais libre, et j'y allais toutes les semaines. Aussi simple que ça. Et j'avais hâte d'y aller, parce que c'était vraiment un énorme soutien. Et sur le coup, moi, je suis psy, aller voir un psy, voilà. Et pour moi, ça a été une évidence. Je me suis dit, si je ne vais pas voir un psy dans un moment comme ça, je ne sais pas quand j'y vais. C'est vrai. et donc je me souviens que j'arrivais là-bas, je fondais en larmes, parce que pour moi, c'était vraiment dur de tenir comme ça, de ne pas, de survivre à toutes les provocations, à toutes les choses qui ont eu lieu après, etc., parce qu'il m'a encore bien pourri la vie pendant un moment. Et puis petit à petit, j'ai recommencé à m'amuser, à voir des gens, à sortir, à faire toutes les choses que j'aimais bien avant, mais que j'arrivais plus à faire depuis que j'étais avec lui. Et donc petit à petit, la vie normale a repris son cours, etc. Et après, je pense que je ne serai jamais complètement soignée de ce qui m'est arrivé. Je pense que ça fera toujours partie de moi. Mais je fais avec. Et il y a des jours où c'est facile et il y a des jours où c'est moins facile. Fatalement, il y a des jours où, comme par hasard, vous le croisez en rue alors que vous n'habitez plus du tout la même ville, etc. Ces jours-là, vous vous prenez une claque et puis vous vous dites « mais ça va, j'en ai pris d'autres ». Mais on s'en remet. Mais il faut laisser du temps et être patient avec soi-même aussi. Parce que moi, je pense que j'étais très impatiente d'aller mieux. Et en fait, ça prend du temps, un temps certain, ça c'est sûr. Alors moi, ma reconstruction, donc elle est passée par la psychothérapie, à laquelle j'ai mis fin il y a quelques semaines, mais qui peut être réactivée à tout moment en accord avec ma psy. J'ai écouté énormément de musique, mais des quantités astronomiques de musique, des heures et des heures et des heures, seule dans ma chambre avec mon casque sur les oreilles. Mes parents et mon fils m'ont laissée seule parce qu'ils savaient que j'en avais besoin, parce qu'on vivait tous les 4 dans la même maison, puisqu'en attendant que je trouve un logement. J'ai été super bien entourée par mes amis, dont Sarah, qui m'ont sortie, qui ont permis de me changer les idées, parce que j'écoutais récemment un podcast d'une neuropsy qui expliquait que le meilleur moyen d'aller mieux à un moment donné, c'est de se couper de soi-même, en fait, d'une certaine manière. C'est pas dans le sens de s'ignorer, mais c'est de faire des choses qui font qu'on ne pense pas sans arrêt à soi-même, à son ego blessé, pour avancer. Voilà, c'est important d'avoir des moments d'introspection, mais c'est aussi très important d'avoir des moments collectifs où on est avec les autres, où la sororité, la fraternité viennent nous soutenir, nous construire, nous faire passer cette énergie, où on sait que parce que les autres aussi, effectivement, ont vécu des choses similaires et qui sont toujours sur leurs 2 jambes et qu'ils avancent, il et elle avancent, et qu'il y a plein de projets à mettre en place. Et c'est pas pour rien que ce podcast existe aujourd'hui. C'est aussi mes rêveries du soir où je me suis dit comment transformer les choses et en faire quelque chose de joli. Alors Sarah, si tu devais résumer tes petits conseils, tes grands conseils même par rapport aux relations toxiques et comment en sortir. Alors, si tu es dans une relation toxique pour le moment, je voudrais vraiment que tu entendes ça. Tu vas trouver quelqu'un qui te croit et qui aura des idées pour t'aider. Laisse-toi te faire aider. Tu as le droit. Tu es dans le mal pour le moment et tu es sans force, mais dans quelques temps, tu te sentiras tellement bien quand tu seras parti, même si pour le moment, tu ne peux pas l'imaginer. Il faut que tu acceptes de perdre. Souvent, les relations toxiques sont bâties de façon à ce que tu aies peur de perdre quelque chose et c'est ça qui te fait rester. De l'argent, un logement, la face, un rêve, ta famille. Tu vas y perdre, c'est inévitable, mais ce que tu as à y gagner est 1000 fois plus grand que ça. Choisis de perdre une voiture plutôt que de perdre ta santé mentale. Ce que tu vas faire est énorme et va te demander une énergie folle. Prends soin de toi, tu le mérites. Personne ne sait mieux que toi ce dont tu as besoin. Tu es dans un système qui te met KO pour le moment. Tu vas avoir besoin d'énormément d'énergie. Chaque petite source de force est bonne à prendre. Enfin, on peut aimer quelqu'un et le quitter quand même. C'est pas parce que tu le quittes que tu l'aimes plus, mais tu as le droit de le quitter même si tu l'aimes encore. Et aussi, on peut faire par étapes. Tu n'es pas obligé de le quitter pour toujours. Moi, ce que j'avais fait, c'est que je m'étais dit, je le bloque pour 1 semaine, le temps de respirer.
Et puis au bout de la semaine là, je me suis dit je vais le bloquer encore une semaine, le temps de m'en remettre, etc. Et les semaines sont devenues des mois, des années, etc., etc. Mais peut-être que pour le moment tu n'as pas la force de te dire c'est pour toujours, mais tu peux le bloquer pour une semaine, le temps de respirer. Donc ne culpabilisez pas non plus. Ce n'est pas parce que vous savez que vous pouvez forcément y échapper, parce que le système sociétal qui est en place est tellement puissant. Il y a tellement d'enjeux financiers, relationnels qui se présentent à vous, que quand on entend « oui, mais tu n'as qu'à partir », ce n'est pas si simple que ça. Alors parfois des femmes y arrivent, ou des hommes qui sont éventuellement victimes, et tant mieux pour eux et pour elles, on en est absolument ravis. Mais il faut être très prudent sur le fait que la violence, ce n'est pas qu'une violence physique, c'est une violence avant tout psychologique, qui va venir vous trifouiller le cerveau et le tordre de telle manière à ce que vous allez ressortir de la lessivée. Et que le mode zombie que vous allez adopter pour survivre, il va falloir en sortir et on n'en sort pas d'un claquement de doigts. Alors moi, je vous propose un outil qu'on mettra dans la barre de référencement. Il s'agit du violentomètre. C'est un schéma qui permet de voir les éléments qui passent du vert au rouge. Donc, quand vous êtes dans le vert, c'est que votre relation est correcte, équilibrée. Et si vous vous dirigez vers l'orange, c'est qu'il y a déjà des soucis. Et quand vous êtes dans le rouge, vous êtes en danger. Donc, vous verrez, cet outil est vraiment très, très chouette. Si vous pouvez l'imprimer, l'afficher partout où vous allez, notamment les toilettes, c'est vraiment chouette parce que ça permet vraiment de se dire, tiens, oui, effectivement, je n'avais pas capté que... Alors, il y a plein de choses qu'on n'a pas abordées dans ce podcast, les violences sexuelles notamment. Si vous avez des questions, on va aussi vous lister des associations qui pourront vous répondre. Nous, on va tenter de faire la modération tant qu'on peut. Mais en tout cas, on espère que les éléments qu'on vous aura apportés aujourd'hui vont vous permettre de mieux analyser la situation dans laquelle vous êtes. Et on se retrouve très bientôt pour un nouveau podcast qui, a priori, sera celui sur le bien-être sexuel, la santé sexuelle et toutes les choses auxquelles il faut dire stop quand on fait des galipettes. À très bientôt. Youpi. Les Red Flagueuses, épisode 1, c'est fini. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à nous laisser des petits messages pour nous dire ce que vous avez pensé de ce premier voyage avec nous. N'hésitez pas également à partager notre page Facebook et notre compte Insta sur les réseaux. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!